Les tueurs en série ont en commun d'être rusés et très sages. C'est ainsi qu'ils ont pu s'en tirer facilement et même répéter leurs crimes dans de nombreux cas sans se faire prendre. Leur haut niveau d'intelligence leur permet de tromper plus facilement leurs victimes, de les attirer et de les assassiner. Cependant, les tueurs en série les plus intelligents commettent également des erreurs qui entraînent parfois leur arrestation. Dans cette vidéo, nous allons examiner quelques-uns des tueurs en série les plus stupides qui ont été filmés. 1. Le tueur au mannequin. Shane Allen Schindler est un tueur en série américain, également appelé le tueur au mannequin. Comme la plupart des tueurs en série qui prennent pour victimes des personnes vulnérables, Shane Schindler aime mettre fin à la vie des sans-abri. Il est responsable du meurtre d'au moins 2 sans-abri à Las Vegas. Sa localisation s'est avérée très utile jusqu'à présent, car Las Vegas est l'une des villes du pays qui compte le plus grand nombre de sans-abri. On estime qu'environ 9 personnes sur 1000 sont sans-abri à Las Vegas, et le sans-abri nombre a augmenté au fil des ans au lieu de diminuer. C'est pourquoi Schindler a toujours réussi à mettre fin à la vie des sans-abri de Las Vegas. Les sans-abri sont un point faible pour les tueurs en série, car ils sont vulnérables et beaucoup de questions ne seront pas posées à leur sujet une fois qu'ils auront disparu. La traque du tueur de mannequin a commencé lorsque la police a remarqué des liens entre 2 meurtres commis à Las Vegas. Les 2 crimes n'ont pas seulement eu lieu au même endroit, les 2 victimes étaient sans abri et dormaient dans des endroits ouverts. Ils ont également remarqué que les 2 victimes sont mortes de graves blessures à la tête. Après avoir constaté que ces 2 meurtres ne pouvaient être une simple coïncidence, les hommes en bleu ont ouvert une enquête. La première victime est Daniel, 46 ans. Aldapeki, après avoir perdu sa place dans un refuge pour sans-abri, s'est retrouvé dans les rues froides de Las Vegas. Daniel travaillait dans une station de radio jusqu'à ce que les choses tournent mal et qu'il n'ait plus de toit. Il n'a pas perdu le contact avec sa famille pendant tout ce temps et prenait de leurs nouvelles en les appelant toutes les 2 semaines. Daniel dormait dans la rue depuis environ 4 mois avant que le tragique incident ne se produise. Par une nuit froide du 4 janvier 2017, Daniel a été retrouvé avec un traumatisme crânien dévastateur survenu pendant qu'il dormait. Son crâne avait été complètement écrasé. 1 mois après la mort de Daniel, un sans-abri de 60 ans, David Dunn, a été tué à coups de couteau alors qu'il dormait près de l'intersection de City Parkway et de Grand Central Parkway, où Daniel a été tué. Un sans-abri a également déclaré avoir été frappé à la tête alors qu'il dormait à l'intersection, mais il n'a jamais vu l'agresseur. La police a fait le rapprochement et a conclu qu'un auteur était à l'origine des 3 incidents. À ce stade, elle devait trouver l'auteur, faute de quoi le nombre de cadavres continuerait à augmenter, ce qui risquait d'attirer l'attention des médias. Cependant, ils n'ont pas eu de chance, car il n'y avait pas de vidéo de surveillance dans les zones concernées, ni de témoins, le terrain vague étant une zone déserte. Pour tenter d'attraper l'auteur du crime et d'obtenir des preuves tangibles, ils ont décidé de procéder à l'ancienne. Le capitaine de la police métropolitaine de Las Vegas chargé de l'affaire a eu une idée. Le capitaine Andrew Walsh a suggéré qu'un mannequin déguisé en sans-abri soit placé sur le terrain vague pour attirer le tueur en série. Le service de police métropolitain de Las Vegas a habillé un mannequin de réanimation pour lui donner l'apparence d'un sans-abri et l'a placé sur le terrain vague où Daniel et Dunn avaient passé la nuit précédant leur assassinat dans leur sommeil. L'endroit étant connu pour être un refuge pour les sans-abri, personne ne pouvait penser qu'il s'agissait d'un mannequin ou trouver cela inhabituel. Ils ont installé des caméras autour de la zone déserte du centre-ville de Las Vegas et des agents infiltrés ont patrouillé dans la zone. Le matin venu, ils récupéraient le mannequin et le mettaient dans leur camionnette jusqu'à la nuit suivante. Après 3 semaines de cette routine, cela a fini par porter ses fruits. Le 22 février 2017, ils ont vu un homme, identifié par la suite comme étant Shane Schindler, faire les 100 pas autour du carrefour en pleine nuit. Il a sorti un marteau à pointe sphérique de 4 livres et a commencé à frapper le mannequin à la tête à plusieurs reprises. Il pensait probablement que c'était un sans-abri sans défense qu'il venait d'assassiner. Il s'est éloigné lentement avant de découvrir qu'il venait de tomber dans un piège et que la police était partout. Le trentenaire a été arrêté et emmené au poste de police pour y être interrogé. Shane Schindler a été accusé de tentative de meurtre sur un objet inanimé et de la mort de Dunn et Daniel. Cependant, les charges le liant à la mort des 2 sans-abri ont été abandonnées car il n'y avait pas de preuves substantielles qu'il les avait réellement tués. La vidéo le montrant en train de frapper ce que la cour a appelé un leurre humain n'a pas suffi à convaincre les juges qu'il avait assassiné Daniel et Dunn. Le 3e sans-abri agressé n'a pas pu l'identifier. Cependant, Schindler a admis qu'il avait attaqué le mannequin en pensant qu'il s'agissait d'une personne réelle. En conséquence, il a été condamné à 20 ans de prison, tandis que d'autres chefs d'accusation ont été abandonnés en raison de l'absence de preuves essentielles. 2. Le cannibale de l'arbalète. Si la plupart des tueurs en série ont été filmés par erreur ou sont tombés dans un piège, comme Shane Schindler, il y en a quelques-uns qui ne se sont pas souciés d'être filmés et qui ont continué à tuer comme si de rien n'était.
Stephen Griffiths est l'un des tueurs en série qui n'a pas bougé lorsqu'il a été filmé par une caméra de vidéosurveillance après avoir tué l'une de ses victimes. Au lieu de cela, il a fait quelque chose d'inattendu. Qu'a-t-il fait exactement? Nous y reviendrons dans un instant. Stephen Sean Griffiths, également connu sous le nom de cannibale à l'arbalète, est un tueur en série dont l'histoire semble trop folle pour être réelle. Griffiths n'a jamais été un fan des armes à feu et ne les a utilisées sur ses victimes qu'à ses débuts. Il préférait une arme tout aussi terrifiante, l'arbalète. C'est ce qui lui a valu le surnom de cannibale de l'arbalète. Avant d'atteindre l'âge légal, Griffiths avait déjà un casier judiciaire impressionnant. Il a été impliqué dans des vols à l'étalage lorsqu'il était enfant et a même été condamné à 3 ans de détention à l'âge de 17 ans après avoir tailladé le visage d'un employé à l'aide d'un couteau. Il a cependant perdu le contact avec ses parents pendant son incarcération et n'a pas hésité à partager son rêve de devenir un tueur en série avec son agent de probation et son psychiatre. Griffiths a grandi et est devenu une menace pour sa communauté et pour Bradford en général. Il est libéré au bout d'1 an, mais retourne rapidement en prison. En 1989, Griffiths a eu des ennuis parce qu'il avait un pistolet à air comprimé sur lui. Auparavant, il avait utilisé ce pistolet pour tirer sur des oiseaux qu'il découpait ensuite pour en étudier les entrailles. Griffiths a alors été condamné à 100 heures de travaux d'intérêt général. Après avoir quitté le centre de détention pour mineurs, il a de nouveau été condamné à 2 ans de prison après avoir mis un couteau sous la gorge d'une jeune fille. Son rêve de toujours de devenir un tueur en série s'est renforcé au fur et à mesure qu'il grandissait. À un moment donné, Griffiths a commencé à étudier les tueurs en série en se concentrant sur les meurtres de Moore, Jack l'Éventreur, le meurtrier des bains d'acide et l'Éventreur du Yorkshire, qui était son préféré. Lorsque Griffiths n'a plus pu résister à l'envie, il a commencé à tuer des prostituées dans la région de Bradford. C'était sa façon d'honorer Peter Sutcliffe, l'Éventreur du Yorkshire, qui avait assassiné environ 13 femmes, pour la plupart des travailleuses du sexe, dans cette même localité. Griffiths est devenu le visage derrière les meurtres de Bradford, les meurtres en série de 3 travailleuses du sexe à Bradford entre 2009 et 2010. Griffiths parcourait le quartier chaud de Bradford au milieu de la nuit jusqu'à ce qu'il trouve une travailleuse du sexe. Il choisissait très stratégiquement son emplacement, car le quartier rouge de Bradford était un repère de femmes vulnérables. Il lui était donc facile de trouver des travailleuses du sexe qui deviendraient plus tard ses victimes. Il les emmenait ensuite dans son appartement et mettait fin à leur jour. Les détails de la manière dont Griffiths assassinait ses victimes restent inconnus à ce jour. Il est cependant certain que Griffiths démembrait et cuisinait les corps de ses victimes, et qu'il en mangeait même certains crus. C'est ce qui explique le surnom de cannibale qui lui a été donné. Il mettait ensuite les parties du corps de ses victimes qu'il ne consommait pas dans des sacs en plastique et les jetait dans un lac voisin. Des parties du corps et des tissus humains de ces 2 dernières victimes ont été retrouvés dans la rivière Ayr à Shipley, près de Bradford. En suivant les traces de son tueur en série préféré, Griffiths a assassiné une prostituée du nom de Susan Rushworth le 22 juin 2009. 1 an plus tard, il a repris ses meurtres en assassinant une autre travailleuse du sexe, Shelley Armitage. Cependant, ces meurtres en série ont pris fin avec sa dernière victime. Griffiths avait attiré Susan Blamires, une travailleuse du sexe, dans son appartement comme d'habitude. Mais celle-ci a senti que quelque chose n'allait pas et a tenté de s'enfuir. Griffiths lui a tiré dessus avec une arbalète et l'a poignardée. Alors qu'il quittait les lieux avec l'arme du crime, un système de vidéosurveillance spécialement installé dans le couloir pour surveiller Griffiths a filmé l'ensemble de l'incident. La police, en prévision d'un incident, avait auparavant demandé à la société de logement de l'appartement dans lequel vivait Griffiths d'installer une caméra de vidéosurveillance afin de pouvoir le surveiller. Le cannibale à l'arbalète a regardé la caméra de vidéosurveillance pendant un moment, puis a fait un doigt d'honneur pour montrer qu'il s'en fichait. Griffiths a été arrêté le 24 mai par la police du West Yorkshire après avoir été filmé par la vidéosurveillance. Au tribunal, Griffiths s'est présenté comme le Crossbow Cannibal, le pseudonyme qui lui servira plus tard de nom officiel de tueur en série. Le 21 décembre 2010, Griffiths a plaidé coupable pour les meurtres de Susan Rushworth, Shelley Armitage et Susan Blamires. Il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Griffiths a tenté de se suicider à plusieurs reprises pendant son incarcération et a entamé une grève de la faim de 120 jours. 3e, la grand-mère éventreur. Si vous êtes un tueur en série qui assassine ses victimes à domicile, la dernière chose que vous devriez avoir dans votre appartement est une caméra de vidéosurveillance. Cela devrait être une connaissance de base, mais il semble que Granny Reaper n'ait pas vu cela comme un problème. Et cette erreur stupide était tout ce dont la police avait besoin pour résoudre la disparition soudaine du mari de Tamara et 10 autres meurtres. Tamara Samsonova est une tueuse en série russe qui a été associée à plus de 14 meurtres entre 2000 et 2015. La plupart
d'une extrême cruauté. Elle est également connue sous le nom de Granny Reaper, en référence à une figure puissante et parfois sombre du folklore slave. Tamar Samsonova a commencé à commettre des meurtres en série à la fin de la cinquantaine. On pense que la première victime de Granny Reaper a été son mari, Alexei Samsonova, qui a soudainement disparu en 2000. Les autorités ont cherché son corps, mais n'ont rien trouvé. Elle a probablement assassiné son mari et s'est débarrassée du corps, mais aucune preuve ne vient étayer cette affirmation. Selon certains rapports, Tamara Samsonova était obsédée par Andrei Chikatilo, un meurtrier soviétique notoire qui a avoué 68 meurtres et a été condamné à mort. Un voisin qui avait vécu près de Tamara Solomonova a confirmé son obsession pour le tristement célèbre éventreur de Rostov. Granny Reaper avait des antécédents de maladie mentale, ce qui pourrait expliquer certains de ses comportements étranges. Tamara est soupçonnée de souffrir de schizophrénie et a été internée à 3 reprises dans des hôpitaux psychiatriques. Après la mort d'Alexei, elle a loué une chambre de son appartement à un locataire qui s'est avéré être sa prochaine victime. Les enquêteurs ont affirmé qu'elle avait tué le locataire le 6 septembre 2003, au cours d'une dispute. Elle a ensuite découpé le corps du locataire en morceaux et l'a abandonné dans les rues de Saint. Tamara Samsonova a consigné dans son journal intime des détails terrifiants sur la manière dont elle assassinait et démembrait ses victimes. En fouillant son appartement, la police a trouvé le journal, qui contenait des détails sur certains de ses meurtriers. L'une des entrées contenait des détails sur le meurtre de son locataire. « J'ai tué mon locataire Volodia. Je l'ai découpé en morceaux dans la salle de bain avec un couteau et j'ai mis les morceaux de son corps dans des sacs en plastique que j'ai jetés dans différents endroits du district de Frunzensky. » La tueuse en série Granny Reaper a avoué 11 meurtres dans le journal qu'elle tenait en russe, en anglais et en allemand. Toutefois, les autorités ont refusé de rendre public d'autres détails de son journal jusqu'à la fin de l'enquête. En mars 2015, Tamara Samsonova a demandé à une amie de l'héberger pendant les travaux de rénovation de son appartement. Un ami des deux a ensuite convaincu Ulaniova d'accueillir Tamara Samsonova. Valentina Nikolaevna Ulanova, 79 ans, a accepté puisque c'était pour un moment. Les deux femmes ont commencé à vivre ensemble dans l'appartement d'Ulanova, rue Dimitrov, Tamara Samsonova, aidant aux tâches ménagères. Après quelques mois de cohabitation, Tamara a commencé à apprécier l'appartement d'Ulanova et a refusé de déménager. Mais cela n'a pas été du goût d'Ulanova, car ce n'était pas leur accord. Au fil du temps, les relations entre Samsonova et Ulanova se sont détériorées, et cette dernière a fini par demander à Samsonova de partir. C'est à ce moment-là que Granny Reaper a commencé à envisager d'assassiner Ulanova. Un conflit au sujet de tasses non lavées a déclenché Tamara Samsonova, qui a décidé de l'empoisonner. Tamara Samsonova s'est rendue à Pouchkine, où elle a réussi à convaincre un pharmacien qui lui a vendu un médicament sur ordonnance. De retour en ville, elle achète le meilleur plat d'Ulanova, y met les pilules et les donne à la femme qui ne se doute de rien. L'overdose de somnifères a assommé Ulanova, permettant au tueur en série de démembrer son corps à l'aide d'une scie à métaux alors qu'elle était encore en vie. Dans la nuit du 23 juillet, Samsonova a trouvé le corps d'Ulanova sur le sol de la cuisine et a sorti 2 couteaux et une scie à métaux pour le démembrer. La première chose qu'elle a faite a été de lui couper la tête avec la scie et de diviser le corps en 2. Elle a ensuite procédé au démembrement du corps en morceaux. Pour sortir de son appartement, le corps qu'elle avait transformé en morceaux, Samsonova a dû sortir et revenir plusieurs fois. Un système de vidéosurveillance installé dans les escaliers et à l'extérieur de la maison a filmé la grand-mère tueuse en train de retirer le corps de sa dernière victime dans un sac en plastique. 3 jours plus tard, le corps sans tête d'Ulanova a été retrouvé près d'un étang dans la rue de Dimitrova. Comme Samsonova était l'aide-soignante de la victime, son nom figurait en tête de la liste des suspects. La police a frappé à la porte de Madame Samsonova et l'a arrêtée. En fouillant sa maison, ils ont trouvé des traces de sang dans la salle de bain. Le procès de Madame Samsonova a été riche en rebondissements. On l'a vu envoyer des baisers aux juges et aux journalistes en riant. Samsonova a été placée dans un établissement public de santé mentale à Kazan, où elle réside encore aujourd'hui. 4e, le tueur de Grindr. Surnommé le tueur de Grindr, Stephen Portjohn est un tueur en série et un violeur d'enfants en série britannique. Dès son plus jeune âge, Por est décrit comme un solitaire aux comportements étranges. Il était souvent victime de brimades à l'école. Cela a probablement contribué à faire de lui un tueur en série et une menace pour sa communauté. Stephen Por a drogué, agressé et tué 4 hommes entre juin 2014 et septembre 2015. La chose la plus surprenante à propos de ces meurtres en série est qu'il les a exécutés d'une manière si parfaite que la police n'a pas pu trouver de lien entre les meurtres. Même si le lien était évident, la police métropolitaine n'a pas su le voir. Por se cachait au vu et au su de tous et, par conséquent, il ne figurait jamais sur la liste des suspects, grâce à son mode opératoire.
La plupart des meurtres de Porr étaient déguisés en suicide et en overdose. Il a donc fallu un certain temps à la police pour soupçonner un acte criminel. Le natif de l'Essex, qui a révélé son homosexualité au milieu de la vingtaine, s'en prenait à ses partenaires homosexuels qu'il avait rencontrés sur une application sociale pour homosexuels et bisexuels. Porr se rendait sur cette application, créait un faux profil et entrait en contact avec des partenaires sexuels intéressés qui devenaient ensuite ses victimes. Dans un profil, il prétendait être diplômé de l'université d'Oxford. Dans un autre, il prétendait être enseignant pour des enfants ayant des besoins spéciaux. Après avoir organisé un rendez-vous avec ses partenaires homosexuels, Porr ajoutait du GHB, une drogue du viol, à leur boisson pour les assommer. Il violait ensuite ses victimes avant de mettre fin à leur jour. Lorsque les cadavres de ses victimes sont retrouvés, la mort est probablement considérée comme une overdose. Tel a été le sort des 4 victimes de Porr, l'autopsie ayant révélé qu'elles avaient toutes succombé à une forte dose de GHB. La première victime de Grindr était un étudiant en mode de 23 ans, Anthony Walgate, qui travaillait parfois comme escorte. Le 17 juin 2014, Porr a demandé les services d'Anthony et ils sont tous deux sortis ensemble après que le tueur en série a offert à l'étudiant en mode 800 livres pour une nuit. Anthony est allé travailler avec Porr, qui s'est fait passer pour un client mais n'est jamais revenu vivant. Les 2 hommes se sont rencontrés dans l'appartement de Porr à Barking, où il l'a drogué et violé pour assouvir ses fantasmes sexuels. À l'aube du 19 juin, le tueur de Grindr a traîné le corps du défunt à l'extérieur de son domicile et a appelé le 999. Lors de l'appel, Porr a affirmé qu'il passait en voiture lorsqu'il a aperçu un jeune garçon qui faisait une crise d'épilepsie ou qui était ivre. Le décès d'Anthony a été constaté avant 8 heures ce matin-là. La police n'a jamais pensé que l'appelant du 999 était lié à l'incident. Cela a donné à Porr l'audace de commettre 3 autres meurtres au cours de l'année suivante. Sa deuxième victime était Gabriel Kovary, 22 ans, qui avait séjourné brièvement chez Porr. Le meurtre de Kovary a été suivi par celui de Daniel Whitworth, un jeune homme de 21 ans qui travaillait comme chef cuisinier. Pour vendre une histoire à la police, Porr a ajouté une fausse lettre de suicide sur le corps de Whitworth, le chef ayant avoué la mort de Kovary, la deuxième victime de Porr. C'était un moyen de brouiller les pistes et d'attribuer son deuxième meurtre à la personne décédée. Sa dernière victime était Jack Taylor, un conducteur de chariot élévateur qui vivait chez ses parents. Le tueur de Grindr a jeté les corps des victimes dans un cimetière. Cependant, le meurtre de Taylor a mis fin à la série de meurtres de Porr. Les familles des victimes avaient demandé au ministère de la Justice d'enquêter sur ces décès, mais celui-ci n'en a jamais tenu compte. Ce n'est que 2 semaines après la mort de Taylor qu'ils ont trouvé une séquence de vidéosurveillance qui a permis de relier Porr au meurtre. Sur les images de la sonnette, on peut voir Porr entrer dans la maison de Taylor pour ce qui semble être un rendez-vous programmé. Peu de temps après, la caméra de la sonnette l'a filmé en train de quitter l'appartement. Les 2 hommes ont également été filmés ensemble traversant la rue. Quelques jours après la découverte des images de vidéosurveillance, Porr a été arrêté et inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre, de 10 chefs d'accusation d'administration d'un poison, de 7 chefs d'accusation de viol et de 4 chefs d'accusation de meurtre. 7 accusations de viol et 4 d'agression sexuelle qu'il a toutes niées. Le 25 novembre 2016, Stephen Porr a été reconnu coupable des meurtres, viols et agressions de ses 4 victimes. Il a ensuite été condamné à la prison à vie. 5. Willie Suarez Maceo. Willie Suarez Maceo était un tueur en série présumé né à Cuba, qui opérait comme le tueur au mannequin, le premier tueur en série de notre liste. Le tueur au mannequin était un tueur en série américain qui s'en prenait aux sans-abri de Las Vegas et qui a été capturé après être tombé dans un piège. Comme le tueur au mannequin, Suarez s'en prenait également aux sans-abri de Miami et a été associé au meurtre de 2 sans-abri dans cette ville. Selon les autorités, l'agent immobilier cible les sans-abri vulnérables qui dorment dans la rue. Suarez traversait la ville au volant de sa Dodge Charger noire et s'attaquait aux victimes qui se trouvaient à proximité. Étonnamment, Willie Suarez Maceo n'a pas un CV criminel impressionnant comme les autres tueurs de cette liste. En fait, son passage du statut de magnat de l'immobilier à celui de tueur en série reste un mystère à ce jour. Suarez n'avait aucun antécédent criminel dans l'État de Floride et apparaissait comme un agent immobilier professionnel bien habillé sur son profil en ligne. Il a l'air trop propre pour être impliqué dans un meurtre en série, mais les tueurs en série ne le montrent pas sur leur visage. Les choses ont pris une nouvelle tournure pour Suarez, lorsque la police de Miami a donné une conférence de presse au cours de laquelle elle a accusé l'agent immobilier d'avoir assassiné 2 sans-abri et d'avoir tenté d'en assassiner un autre. Tous ces faits s'étant produits à Miami. Selon les autorités, elle dispose d'images de surveillance montrant Suarez Maceo en train de mettre fin à la vie des sans-abri. Suarez a d'abord été accusé de tentative de meurtre lors de son arrestation en 2021. Cependant, les charges ont finalement été modifiées et portées à 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré.
L'agent immobilier est désormais accusé de 2 meurtres au premier degré, d'une tentative de meurtre et d'une tentative de meurtre avec préméditation par le bureau du procureur de l'État de Miami-Dade. La première victime de Suarez était un sans-abri de 59 ans, Manuel Pérez. Pérez passait la nuit sur le trottoir lorsqu'il a été poignardé à mort le 16 octobre 2021. 2 témoins qui se trouvaient à proximité de la scène de crime ont raconté qu'ils avaient entendu le pauvre vieil homme appeler à l'aide. Un témoin affirmait avoir vu un homme bouger sa main de haut en bas, comme s'il frappait Pérez. Le témoin a également décrit le suspect comme un homme mince, noir, rasé de près et portant un t-shirt noir. Une caméra de vidéosurveillance située à proximité de la scène a capturé une image claire d'un sujet masculin, correspondant à la description donnée par le témoin. Une autre caméra de vidéosurveillance d'un commerce local montre Suarez Maceo marchant dans la zone où le meurtre a eu lieu. Après s'être enfui de la scène de crime, le suspect a été vu en train d'entrer dans un cagnard noir. Cependant, à l'époque, la police n'a pas été en mesure d'identifier l'homme, même après avoir obtenu une photo claire du suspect. Suarez a de nouveau frappé le 21 décembre 2021, mais cette fois, il ne s'en est pas tiré à si bon compte. Il a tiré sur un sans-abri qui a saigné à la tête. L'homme a toutefois eu la chance de survivre au coup de feu. Environ 2 heures après cette tentative de meurtre ratée, un autre sans-abri, Jerome Price, a été abattu de 5 balles alors qu'il dormait à même le sol. Une caméra de surveillance située à proximité a filmé une Dodge Charger noire qui passait à proximité, avec des éclairs d'armes à feu provenant de la voiture. La Dodge Charger a également été aperçue en train de tourner autour de la zone avant que Price ne soit abattu. La police a pu obtenir les 3 premiers chiffres de la plaque d'immatriculation de la Dodge Charger noire et, avec l'aide d'autres caméras dans le secteur, elle a réussi à reconstituer la plaque d'immatriculation complète. À ce stade, ce n'était plus qu'une question d'heures avant qu'ils ne découvrent l'auteur de la fusillade, ou qu'il n'ait au moins un indice sur lequel s'appuyer. Après avoir analysé la plaque d'immatriculation, ils ont trouvé Maceo Pérez, un agent immobilier agréé. La plaque d'immatriculation était tout ce dont ils avaient besoin pour résoudre le mystérieux meurtre de Manuel Pérez, puisque le suspect est parti dans la même voiture. Le 22 décembre 2022, Suarez Maceo a été arrêté juste devant son lieu de travail. Lors de l'arrestation, la police a saisi un pistolet Glock 19 9 mm noir chargé dans la ceinture de Suarez Maceo. Les résultats balistiques, obtenus pour le Glock 9 mm saisi sur Suarez Maceo, ont confirmé que l'arme était liée aux douilles trouvées sur les 2 scènes de crime. Suarez Maceo plaide sa cause devant le tribunal et s'est vu refuser une caution par un juge de la circuit court en décembre 2021. 6. Johanna Dennehy. Johanna Dennehy, l'auteur des meurtres du fossé de Peterborough, est un autre tueur en série dont l'erreur stupide a fourni à l'accusation davantage de preuves pour l'enfermer derrière les barreaux. Bien que la vidéosurveillance ne l'ait pas prise en flagrant délit, elle a été utilisée pendant les procès. La vidéo a été montrée aux jurés lors du procès des complices de Johanna Dennehy à la Cambridge Crown Court. Johanna Dennehy est une femme du Cambridgeshire qui a planifié et exécuté les meurtres du fossé de Peterborough, les meurtres en série de 3 hommes qui ont eu lieu dans le Cambridgeshire, en Angleterre, en 2013. Les 3 victimes ont été retrouvées poignardées. Dennehy a révélé à Stretch, l'un de ses complices, qu'elle poignardait les hommes pour se divertir. Elle trouve en quelque sorte amusant de tuer des hommes, et en seulement 10 jours, cette mère de 2 enfants a réussi à tuer 3 victimes. Dennehy a en quelque sorte développé une haine pour les hommes et a ciblé les hommes tout au long de sa folie meurtrière de 10 jours. Elle a même affirmé qu'elle ne voulait pas tuer une femme, en particulier une femme avec des enfants. Selon certains rapports, elle avait prévu de tuer un total de 9 hommes, suivant les traces des célèbres tueurs Bonnie et Clyde. La tueuse en série a été décrite par sa mère comme une fille sensible qui pleurait si elle tuait par erreur un ver pendant son enfance. Mais au milieu de l'adolescence, elle a commencé à changer. Dennehy a commencé à sécher les cours, à se droguer et même, à un moment donné, à sortir avec un homme de 5 ans, son aîné. Ce fut son tournant et, à l'âge de 16 ans, elle s'est enfuie de chez elle avec son petit ami. La première victime de Johanna Dennehy était un citoyen polonais de 31 ans appelé Łukasz Slaboszewski. Dennehy a fait la connaissance de Łukasz en raison de leur intérêt commun pour l'alcool et la drogue. Ils se sont rencontrés à Peterborough, où ils ont pris un verre ensemble avant que Dennehy n'attire l'homme sans méfiance dans l'une des maisons de son propriétaire. Łukasz aurait dit à ses amis qu'il avait rendez-vous avec une femme qui allait devenir sa nouvelle petite amie. Dennehy a bandé les yeux de Łukasz avant de poignarder le jeune homme de 31 ans en plein cœur. Dennehy a ensuite entreposé le cadavre de Łukasz dans une benne à ordures jusqu'à ce qu'elle prenne sa prochaine victime. 10 jours après son premier meurtre, Dennehy a fait sa deuxième victime. Cette fois-ci, elle n'est pas allée loin pour trouver une victime, mais s'est tournée vers quelqu'un de son entourage. Dennehy a assassiné John, 56 ans, L. Chapman, un de ses colocataires. Le 29 mars 2013, Dennehy a assassiné John Chapman de la même manière que Łukasz.
Quelques heures seulement après le meurtre de Chapman, Dennehy a assassiné son propriétaire, Kelvin Lee. Ce dernier, âgé de 48 ans, entretenait une relation avec Dennehy à l'époque. Avant de tuer Lee, elle l'a convaincu de porter une robe noire à paillettes qu'elle a ensuite utilisée pour l'humilier davantage. Pour se débarrasser des corps en sa possession, Dennehy savait qu'elle avait besoin d'autres mains. C'est là que Gary Stretch, Richard et Leslie Layton entrent en scène. Ils ont aidé à déplacer et à jeter les corps des victimes dans des fossés. Ils ont également placé Lee, qui était vêtu d'une robe noire à paillettes, dans une position sexuellement explicite pour se moquer de lui. Dennehy s'est ensuite enfui à Hereford à la recherche d'autres victimes. Le 30 mars 2013, les restes de Kelvin Lee ont été découverts dans un fossé à Newborough. En revanche, il a fallu 3 jours supplémentaires pour découvrir les corps de Chapman et de Lucas Lapolis. Alors qu'il se trouvait à Hereford, Dennehy a été repéré par une caméra de vidéosurveillance en train de flirter avec une employée de magasin. Le tueur en série, qui se disait lesbienne, a été vu en train de sourire et de discuter avec la vendeuse. Elle a même demandé à la caissière de 31 ans de se retourner pour qu'elle puisse voir son derrière. Peu après avoir quitté le magasin, Madame Dennehy et ses complices sont tombés sur 2 hommes, John Rogers et Robin Berraza, qui promenaient leur chien. Elle a poignardé Berraza à l'épaule et à la poitrine, puis Roger, qu'elle a poignardé 40 fois. Les 2 hommes ont pu bénéficier rapidement d'une assistance médicale et ont survécu. Ils ont identifié Dennehy au cours du procès et la vidéosurveillance la situe également à Hereford au moment de la tentative de meurtre. Dennehy a ensuite été arrêté et inculpé de 3 meurtres et de 2 tentatives de meurtre. Dennehy aurait flirté avec l'officier qui l'a arrêté. Elle a également commis une erreur stupide en volant le chien de Roger, qui a été trouvé en sa possession lors de son arrestation. En novembre 2013, elle a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation et a été condamnée à une peine de prison à perpétuité, une peine réservée aux pires délinquants du pays. Elle est ainsi devenue la 3e femme à être condamnée à une telle peine dans l'histoire du Royaume-Uni. Stretch a été condamné avec Dennehy à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 19 ans. Madame Dennehy a trouvé l'amour en prison et a même demandé la permission d'épouser sa compagne de cellule, Hayley Palmer. Dennehy va maintenant passer le reste de ses jours à la prison de Low Newton, dans le comté de Durham. Si vous avez aimé cette vidéo sur des tueurs en série stupides, filmés par la télévision en circuit fermé, vous aimerez certainement la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran en ce moment.